wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie, en direct de Canal Algérie. Vous savez que cette émission est la vôtre, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez dans les quatre coins du monde. Et cet après-midi, nous allons certainement passer un bon moment en votre compagnie, un moment, j'allais dire, lié à l'histoire, à ce qui a aussi marqué parmi les grands événements de cette année 2020. Bien entendu, il y a eu cette pandémie, mais vous le savez, en pleine pandémie également, il y a eu ce grand souvenir. Ça s'est déroulé en fait pendant la fête de l'indépendance le 5 juillet, le rapatriement des crânes, hein, souvenez-vous, des chefs donc guerriers qui étaient en France. Nous allons y revenir avec le chef de cette délégation et qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de le recevoir. On le remercie pour plusieurs raisons. On vous remercie parce que nous savons que vous êtes une personne très occupée. Vous travaillez beaucoup. Monsieur Rachid Belhadj, vous êtes professeur en médecine légale, directeur du laboratoire de recherche en anthropologie en médecine légale et aussi vous êtes président de la commission scientifique mixte algéro-française de la restitution des restes humains entreposés au musée de l'Homme et de la Nature de Paris, en France. En tous les cas, merci d'être là. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Très honoré d'être parmi vous et très honoré de transmettre un message d'amitié et de fraternité à nos concitoyens qui vivent à ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Exactement. Cet après-midi. Encore une fois, on vous souhaite une très bonne année, professeur. Merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Alors on disait là, je le disais là à l'instant, c'est un moment vraiment fort en émotion quand on revient, on revit à ces moments que nous avons vécus à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse le 5 juillet, voir donc cet avion survoler Alger, Boumerdès, et quand on sait que dans cet avion vous y étiez, vous étiez l'une des rares personnes qui étaient présentes dans cet avion. Effectivement, j'ai eu l'honneur. Pour moi, c'est l'un des meilleurs cadeaux. Nous allons voir justement les avions et l'avion. Exactement, que l'État algérien m'a offert, c'est d'être le seul civil dans l'avion qui a accompagné ces martyrs-là. Ma première rencontre avec eux aussi, ça remontait à 18 septembre 2018. Oui. C'était tellement émouvant, je ne m'attendais pas à ça. Lorsqu'ils nous ont conduits au musée. Voilà, nous voyons justement les photos de l'arrivée. Je l'ai dit même à une journaliste, écoutez, lorsqu'on a survolé la région du côté de Boumerdès, Mouri, j'étais avec eux. Et nous avons suivi cela, moi-même j'avais suivi ces moments, c'était très émouvant lors du survol de cette région. J'avais la chair de poule. À peu près. Pour moi, Dieu merci, nous avons réussi à ramener des grands révolutionnaires, des Algériens. La plupart, je vous ai dit, la plupart, ils étaient des fermiers, des agriculteurs qui faisaient face à une armée française issue de l'Académie de Saint-Cyr, et beaucoup, qui ont une longue expérience, bien armée, ils avaient fait face à des résistants. Il y avait beaucoup de foi, beaucoup d'humanité, beaucoup de courage, beaucoup de partage. Et nous voyons justement cette photo, professeur. Exactement, j'étais... Là, c'est où? C'était à l'intérieur de l'avion. Oui. À l'intérieur de l'avion militaire. Oui. Je tiens à remercier aussi tous les cadres du ministère de la Défense nationale, des Affaires étrangères, des Moudjahidines, qui nous ont accompagnés, nous ont aidés dans cette mission noble pour moi. On l'a fait pour l'Algérie, pour notre histoire, pour dire aux gens que nous avons une longue histoire, une histoire très humaine. C'est une histoire de personnes qui se sont sacrifiées. Par exemple, le Cheikh Bouziane, c'est quelque chose, toucher, expertiser le crâne de Bouziane, ses adjoints, c'est quelque chose d'incroyable. Le Cheikh Tatraoui, Mohamed Lemdjed Ben Sherif, dit Boubgla, c'est des gens, vous ne savez pas quelle était l'émotion et un travail pointu avec nos collègues français. Qu'on a partagé avec eux des moments d'échange, des moments de science, de découverte, et aussi des discussions, de longues discussions sur l'histoire. Alors justement, professeur Belhadj, vous êtes parmi nous, on va profiter au maximum de votre présence pour avoir aussi des informations concernant donc cette délégation. Nous savons que ça a pris quand même plus d'une année et demie de travail, de recherche, il y a eu tout un travail, donc plusieurs va-et-vient entre l'Algérie et la France, pour réellement... Comment on arrive aussi à découvrir, donc ils étaient plus de 40 crânes et 40 personnalités finalement. On a été mandaté pour expertiser 44 crânes. Pour être juste, 44 restes humains, présumés algériens.
Selon les chiffres, là, on tient à remercier aussi M. Belkadi qui a signalé la présence de ces crânes-là. Aussi notre collègue qui a réussi à avoir une pétition. Voilà. Professeur, c'est pas cela, mais... Oui, on va revenir à vous, c'est ce que vous nous avez envoyé. Exactement. À M. Benson aussi, qui ont fait beaucoup de choses. Il y a tous les Algériens qui ont signé, participé. Et après, il y a eu bien sûr la diplomatie algérienne. Croyez-moi, moi j'appartiens à l'enseignement supérieur. Les affaires étrangères, l'MDN ont fait beaucoup de choses pour nous faciliter notre tâche. Et bien, ça a commencé. Il y a eu des premières rencontres. Nous avons installé la commission mixte algéro-française avec leurs experts, nos experts. Je suis fier, puisque je suis un pur produit de l'école algérienne. Oui, nous voyons cette photo, voilà. Voilà, c'est qu'il y a un travail scientifique. Tous les crânes, ils ont été soumis, justement, à ce qu'on appelle des crânes surfaciques. C'est la haute technologie, avec des mesures vraiment avancées. C'est la médecine nouvelle en anthropologie. Et ça nous a permis aussi de finir dans l'histoire. Depuis, par exemple, chaque crâne, on a essayé de revoir son circuit, son histoire, depuis l'acte criminel, depuis la décapitation, son séjour, qui c'est qui l'a ramassé, qui c'est qui l'a gardé. Je vous cite l'exemple de notre martyr, Mohamed Lemdjed Ben Abdelmalek. Voilà, nous vous voyons là, professeur. C'est le professeur Azouz et le directeur justement du musée, qui est un monsieur qui nous ont facilité la tâche. Le musée de l'homme. Le musée de l'homme de Paris. Et on a travaillé dans de la convivialité, on a partagé nos connaissances, des informations. Ils nous ont permis d'accéder à leurs archives, soit en ex ou bien même en dehors de la métropole. On a suivi des traces, par exemple, il y avait un chef cabine, on est allé même jusqu'à Guyane et l'île de Nou. On cherchait leur déplacement. Il y avait certains docteurs qui s'intéressaient beaucoup, c'était des médecins militaires à l'époque française, c'était beaucoup plus l'hôpital Maillot et aussi la prison de Constantine. Il y avait un hôpital militaire et aussi la prison de Solozena. Ils déportaient ces grands chefs, et parmi eux, ils ont été exécutés. Et pour terroriser la population, ils décapitaient les corps et les exposaient dans un marché. C'était leur mode, c'était leur moyen de terroriser la population. Et puis les médecins militaires qui prenaient ces crânes-là et les conservaient, c'était la période de la naissance en France de l'anthropologie et aussi la naissance de la phrénologie. Le pourquoi d'avoir récupéré tous ces crânes et les avoir pris aussi, professeur Belhadj? Pour certains grands chefs, c'était la symbolique. Oui. La symbolique, c'est un grand chef. Si vous touchez à la France, voilà ce que vous risquez. Et en plus, il y avait du côté de la médecine, c'était l'ère de l'anthropologie. Ils essayaient, il y avait même un commerce. Il y avait des médecins qui sont nés au Maghreb. À la recherche, il y avait même des profanateurs de temples qui récupéraient des crânes. Donc notre tâche n'a pas été du tout facile. Donc pour chaque crâne, il fallait faire une traçabilité. Il y avait des crânes, ils avaient une longue histoire. Des chefs connus, tels que le Cheikh Bouziane, c'est très connu. C'est Mokhtar Ben Qouid aussi. Il y a celui de Médéa, c'est le shérif Ben Omar, Ben Qadida. C'est des personnalités. Donc, ce qui nous a donné, nous, comme nouvelle génération, c'est qu'il y avait de la résistance de partout. Médéa, toutes les régions Il fallait voir pour que l'armée française puisse atteindre les sommets de Tigjda contre des bergers et des agriculteurs. Avec Boubrala, sont restés presque une dizaine d'années, jusqu'à une quinzaine d'années pour pouvoir justement arriver à se déplacer à ces endroits-là. Il y avait une résistance très importante, ils ont payé de leur vie. Et moi et notre équipe, lorsqu'on a ouvert cette armoire métallique, c'était un coffre qui contenait des boîtes spécifiques. C'était des boîtes qui conservaient, qui luttaient contre les moisissures, qui conservaient la température, ils étaient bien conservés. Et un souffle de l'histoire nous a frappé en plein fouet. C'est que je me suis dit dans ma tête, en tant que président, il faut honorer ces gens-là. Et bien j'ai demandé à mes collègues de lire la Fatiha. C'est ce qu'on a fait, c'était la moindre des choses. Et ces gens-là ont réussi à vaincre la France au nom d'Allah. Ça c'est important, ils avaient une foi incroyable. Et après, on a commencé notre travail de recherche,
C'était un devoir d'Algérien de le faire. Et je me suis engagé depuis le 18 septembre 2000 à tout faire pour restituer ces crânes-là. Les restituer justement à leur chère patrie. Oui. D'être enterrés dignement. C'était un moment très très fort que l'Algérie a vécu pendant justement les festivités du 5 juillet. On a pratiquement tous été très très émus de voir cet avion qui était aussi accompagné par des MiG de l'armée. Ça m'a rappelé, oui. c'est comme les lieutenants de l'Aïssa al-Hamadi, qui était lieutenant de Boubarla. C'est que ces chefs-là, ils voilà, avaient... la photo qui reste marquée. Ces chefs-là, ils étaient toujours entourés par des officiers, oui. des gens qui les aidaient. Et c'était cette image-là, des universitaires algériens, des pilotes algériens, avec l'armée de l'air algérienne, qui a honoré ces gens-là. Ça m'a rappelé aussi, j'étais jeune, lorsque les restes mortuaires de l'Émirat Abdelkader, ils ont été rapatriés en 1966, je crois. Et la période, c'était le mois de juillet aussi. Et c'était très, très émouvant pour quoi. Vous imaginez, ça a été quelque chose. Et être à l'intérieur parmi eux. Dans l'avion. Vous sentiez, on dirait que ces gens-là, qu'ils poussaient un souffle. Un souffle, on dirait qu'ils étaient emprisonnés. Pendant quand même, il y a des cas qui ont été entreposés depuis. On a un cas qui est entreposé en 1836 au musée de l'An. Voilà, nous voyons justement les cercueils, justement, professeur Belhadj. Nous savons que c'était des crânes et ils sont arrivés avec des cercueils. C'est le comité, que je présidais ce comité. On voulait donner cette image aux Algériens, ce respect de ces gens-là. Parce que le reste de leur corps, ils étaient enterrés en Algérie. D'accord. Mais là, ils ont porté que là. Pour nous, la symbolique de la personne, c'est qu'on dirait qu'il y avait un corps entier. Et on a tout fait pour leur donner, leur organiser quelque chose de solennel, d'historique, d'émouvant. J'espère qu'un jour nos enfants vont lire ça dans des livres d'histoire. Et je ferai tout de partager, nous sommes en train de préparer avec mon équipe, professeur Azouz et autres collaborateurs avec nous, de préparer un livre qu'on va le dédier aux universitaires algériens, avec des photos. Voilà, de cas par cas. Justement. Voilà, là, nous voyons également, ça c'est l'arrivée, bien entendu. Et il y a eu quelque chose de... ça a été pour moi une deuxième naissance. Ah oui. Deuxième naissance qu'on a partagée, Dieu merci, pour dire que l'université algérienne, elle est là. Nous avons beaucoup de cadres, beaucoup de compétences. Oui. Nous sommes là pour... C'est une équipe de chercheurs aussi algériens. 100% algériens. Oui. Vous-même, vous êtes né en 1963, donc vous êtes un pur produit de l'école algérienne. J'ai fait toutes mes classes au niveau de l'école algérienne à 100%. Dieu merci, alhamdoulilah aussi grâce à mes parents, à des amis qui m'ont aidé à devenir professeur, chercheur. Ou je vous ai dit, je me suis initié aussi à l'écriture. Oui, alors avant d'arriver à vos livres, justement, professeur Belhadj, on sent cette passion en vous, cet amour de la patrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le chercheur ou le professeur ou le président de la commission, mais il y a cette envie de faire des choses dans son pays, de croire en l'avenir de l'Algérie. Croyez-moi, pour les gens qui me connaissent, j'ai plusieurs casquettes. Je fais les choses, je suis dans le bénévolat, je suis dans l'humain. Oui. J'ai fait beaucoup de choses pour mon pays, pour mes étudiants, pour l'amitié légale algérienne, pour les cadres algériens. J'ai participé, je suis aussi président du syndicat national des enseignants-chercheurs universitaires. J'étais aussi médecin du net pendant une dizaine d'années. J'étais parmi les fondateurs aussi avec M. Mcharara de la Ligue de football professionnel. J'ai un petit peu bourlingué dans plusieurs secteurs, mais toujours le bénévolat. Je n'ai jamais touché un sou. Je le fais et je le ferai encore pour essayer de développer l'université algérienne et de donner la chance aux jeunes qui vont venir. J'espère que la jeunesse va rester ici. Et croyez-moi, en tant qu'université, je suis enseignant à la faculté de médecine d'Alger, j'enseigne aussi au niveau des écoles, des officiers police judiciaires, des magistrats. J'ai toujours donné le maximum de moi-même, bénévolement, pour partager ma modeste expérience avec
nos jeunes qui veulent apprendre. Oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne encore à ce bel événement que l'Algérie a vécu. C'était un moment très, très émouvant. Beaucoup de jeunes et moins jeunes. Il y avait une sorte de réconciliation, vous savez, un moment d'engouement, de retrouver ces personnalités de l'histoire. J'ai été aussi lors de... il y a eu le dépôt des dépouilles au niveau du Palais de la Culture où la population a pu venir se recueillir. Il y avait aussi les familles également. Les familles de tous ces combattants, ces chefs guerriers. Il y avait une émission, il y avait des collègues qui ont assisté avec nous. Je leur ai dit, croyez-moi, en tant que jeune, j'ai assisté à la victoire de l'Algérie contre l'Allemagne. C'était jeune, c'était contre l'Égypte aussi. Oui. Mais cet événement-là, on avait des sensations encore plus fortes. Bien sûr. C'était quelque chose d'une fierté interne, d'appartenir à un peuple, d'appartenir à un pays, d'avoir une histoire, de dire que nous avons quand même tenu notre parole au plus haut niveau. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la diplomatie algérienne. Nous ne sommes que des scientifiques. En leur tête le président de la République qui ont réussi cette tâche aussi d'avoir l'autorisation de rapatrier les Karans qu'on a pu identifier qu'ils étaient des Algériens. Eh bien, ça a été quelque chose d'incroyable, 1000 fois plus important que le football. Ah, c'est clair, bien sûr. Oui, ça n'a rien à voir. Donc, oui, c'est vrai que nous, en tant qu'université, nous allons l'immortaliser par des écrits, par des recherches. Je vous ai cité le cas de Mohamed Lemdjed Ben Abdelmalek, vraiment. Eh bien, nous sommes en train de faire des recherches sur ce Coran. Il a été enterré, mais nous avons pris le soin de lui faire un scanner, de lui prendre des photographies, de procéder à des mesures, de faire des prélèvements, des temps, etc., pour retracer l'histoire réelle, de corriger ce qui a été dit. Donc finalement, à travers tout ce travail, c'est aussi l'histoire de l'Algérie que vous avez découvert ou redécouvert, professeur, parce que à travers toutes ces personnes, vous allez chercher l'histoire de cette... D'où l'intérêt du laboratoire de recherche. Oui. Les sciences sont en train de se développer. Ce qui est bien, nous avons la matière entre nos mains, en Algérie, entre les mains d'Algériens, qu'on va la partager avec des historiens, des chercheurs, des anthropologues, des historiens. Pour notre laboratoire de recherche, j'ai même proposé au ministère des Moudjahidines, parce que parfois, en cours de fouille, on trouve les restes d'anciens Moudjahidines, comme ça. Il est temps, justement, de passer à un niveau supérieur de la gestion de ces restes humains. C'est-à-dire d'apporter des explications scientifiques fiables. Et je vous informe, par exemple, pour le Cheikh Tetraoui, et bien, Cheikh Derqaoui, Moussa Derqaoui, j'ai reçu une famille d'Algériens qui sont venus me voir, me disant que c'est notre arrière-arrière. Et bien, nous avons procédé à des prélèvements de l'un de leurs, du dernier. Et on compte même se déplacer. Il y a une vieille, elle est âgée de 104 ans, pour lui faire des prélèvements et de les comparer avec les restes humains de Moussa Derqaoui. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de tout ce travail de recherche, est-ce qu'il y a eu aussi des crânes, dont des anonymes? Oui. Des anonymes, parce que j'imagine qu'ils existent, on ne sait pas. Je vais vous surprendre, il y avait un Algérien, X, c'est écrit X arabe, ça, il n'avait pas ni de nom ni âge. C'était le premier insurgé, il est mort en 1832, il a été exécuté au niveau de Bebzira. Bebzira, jeune, on a estimé son âge entre 24 à 30 ans. C'était un jeune. Et aussi, il y avait le crâne de la sorcière de Blida. C'était une dame. Mais après notre analyse, on s'est rendu compte que c'était le crâne d'un enfant. Ce n'était pas elle. Je vous ai dit parce qu'il y avait des gens qui profanaient des temples et des gens qui faisaient le commerce de ces crânes. Donc, ils étaient à la recherche des personnalités connues pour pouvoir les vendre plus cher. Et la science, elle est là. Nous avons apporté la preuve scientifique qu'il s'agissait bien d'un enfant âgé de... Et pas de cette dame. D'après les historiens, elle était âgée entre 35 jusqu'à 40 ans. Donc, ce n'était pas elle.
D'où l'intérêt de la mission. Est-ce qu'il y avait des femmes dans parmi les 44 crânes? On n'avait qu'une femme, justement, c'est cet enfant. Oui. Le reste, justement, lors des négociations, ils nous ont présenté 44 crânes. Et on sait bien qu'il y a d'autres crânes qui sont entreposés. Oui. Nous sommes en train, justement, après la fin de notre mission, c'est d'essayer de retrouver les autres crânes de la bataille de Zach. Oui. Ça va être une deuxième mission, bien sûr, nécessite des pourparlers diplomatiques, et de partager, de rééditer, de ramener au moins les grands chefs algériens. Dieu merci, nous avons réussi à ramener la plupart des grands chefs algériens de notre révolution, mais il reste quelques-uns. On essaiera de faire plus de recherches afin de pouvoir les rapatrier dans le respect des règles scientifiques et juridiques. Nous savons que c'était un rêve depuis des années, le rapatriement des crânes, pas mal d'associations qui avaient aussi fait des écrits en espérant qu'un jour on puisse récupérer ces crânes qui étaient au musée de l'homme à Paris. Voilà, nous voyons justement les délégations et l'arrivée de ces cercueils. Et c'est toujours très émouvant. Le président de la République, justement, qui saluait donc les dépouilles de tous ces héros de la révolution algérienne, ces résistants. Donc là, c'était pour vous dire aussi que ça a pris quand même quelques années. On n'y croyait pratiquement plus après, tellement que ça a été un moment où il y avait beaucoup de douleur par rapport à toutes ces personnes qui revendiquaient aussi le retour de ces crânes. C'était un fardeau de l'histoire sur le dos de tout le peuple algérien. Quand même, nous sommes redevables à ces gens-là. Oui, oui. Il y a le Cheikh Bouziane, ils ont exécuté son fils avec lui. Il était à peine âgé de 16 ans. Et vous l'avez trouvé aussi, le fils? On n'a pas encore trouvé le fils de là. Oui. Les recherches scientifiques. Oui. Il y a des gens qui ont été décapités, fusillés. Ce sont des héros de la nation. Sûr. Ils ont tout fait, tout cela pour la liberté de l'Algérie. Et nos travaux, on essaiera avec les historiens aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Il y a des historiens, l'université algérienne possède des historiens qui peuvent nous renseigner, et à nous, scientifiques, leur donner plus d'informations fiables, exploitables, publiables aussi, à partager avec l'ensemble de nos universités. Alors aujourd'hui, puisqu'il y a eu cette restitution des crânes, est-ce qu'il y a une deuxième étape par rapport à, vous le disiez tout à l'heure, nous sommes, je vous dis la vérité, la vérité, puisqu'on a eu des archives, le musée de l'Homme, c'est des pages de l'histoire. Oui. L'histoire qui, même son nom, le musée de l'Homme et de la nature. Oui. Nous sommes en train, nous avons eu en notre possession de ces documents-là, sur des archives, et juste à la fin, pour respect des procédures, après la fin de notre première mission, on va faire un travail de fond, surtout notamment, je vous ai dit, sur la bataille de Zaïch. Oui. Sur la bataille de Zaïch, d'essayer de récupérer aussi les autres crânes, et on leur fera, Inch'Allah, comme on l'a fait pour ces héros. Ça, c'est important pour nous, c'est un travail beaucoup plus de mémoire. Et je l'ai dit à un collègue, à vous, journaliste, Del Moudjahed, nous sommes prêts, nous, en tant qu'universitaires, de faire un travail de mémoire, mais avec une touche particulière. C'est la touche de la science et des sciences modernes. Ce n'est plus à le stade de l'oralité, d'un discours. Bien sûr. On vous donnera quelque chose de palpable sur des éléments scientifiques nouveaux. Allah Ibarak, on a aussi l'université de Babzouar qui est connue, qui font un travail remarquable. Il y a l'université d'Alger pour les historiens et les autres universités d'Algérie. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Reste uniquement le partage, de créer ces ponts entre ces compétences algériennes. Et on le fera avec un grand plaisir. Alors, vous êtes aussi passionné par l'écriture. Oui. Hein? Donc nous avons aussi ces livres. D'abord, on va commencer par L'instinct du médecin légiste. Hein? Donc c'est le dernier ou le premier? Le premier. Oui. Le premier, je voulais partager en tant que légiste la symbolique de la patience de la famille algérienne face au drame. Croyez-moi. Il y a des histoires, parfois, la famille algérienne, nous sommes tous issus. Nous sommes nés de la pauvreté. Oui, oui. Si vous faites une marche arrière depuis 1962, il n'y avait que quelques familles qui étaient riches. Oui. Donc la famille algérienne s'est construite
autour de la souffrance, de la patience, de la générosité. Et parfois, cette famille est frappée en plein fouet par des drames. Des drames, mais comment la famille, elle se reconstitue, elle respecte l'autre. Ça, c'est important pour nous. Et vous êtes aussi bilingue. Trilingue. Trilingue. Yes. Voilà. Donc. Voilà, donc c'est pratiquement votre quotidien. Voilà, le quotidien du légiste. Pour nous, le médecin légiste, qu'on appelle, c'est un témoin privilégié de la souffrance de l'âme. Nous sommes en train de vivre, de partager. Nous resterons toujours médecins, nous resterons toujours universitaires, d'essayer de soulager la souffrance de l'âme. Et je vous ai dit, je suis aussi directeur des activités médicales et paramédicales du CHI Mustapha. J'ai eu, grâce à Dieu, de gérer au niveau du CHI Mustapha que coordinateur gestionnaire de la prise en charge de la pandémie Covid au CHI Mustapha. Alhamdoulilah, nous sommes toujours là. Beaucoup de gens ont dit le chaos. Nous sommes là, nous avons géré à l'instar des autres pays et nous continuerons à gérer. Et on est en phase maintenant, alhamdoulilah, à la vaccination, qu'elle aurait dit. C'est ça le miracle algérien. Avec peu de moyens, beaucoup de courage, beaucoup de patience. Lorsqu'on le dit entre nous, mais tout est matériel et roh. Il faut rester humain. Cette discipline, la médecine, croyez-moi, c'est la médecine de l'humain, de l'humanisme, du partage, de l'entraide, de la patience, de la croyance en Dieu. Des histoires comme ça vous donne, ça vous forge, ça vous laisse croire en Dieu, croire à l'avenir. Ce qu'on veut leur donner aussi à nos jeunes, la jeunesse qui me reste quelques années à la retraite, j'ai 58 ans, mais Inch'Allah, je garde toujours l'espoir. Mais c'est important parce que même si les personnes se préparent à aller à la retraite, mais il faut garder ce lien aussi avec cette jeune génération qui a besoin aussi de l'ancienne. Parce que quand il y a rupture entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, la relève se fait très très mal ou pas du tout. Il faut, nous avons le devoir, je vous dis, d'écrire et de former. Et d'essayer de donner la chance à la jeunesse qui arrive. Aux jeunes, nous avons beaucoup de compétences. Compétences partout, à Médéa, au sud. J'ai vu l'autre fois ce génie de Mghayar. Oui, absolument. Ce génie, c'est un Algérien. Tout à fait. Il partage le même patrimoine génétique que Cheikh Bouziane, de vous et de moi. La compétence en matière grise algérienne, elle est là. Il faut uniquement l'encadrer. Et aussi, nous sommes prêts, nous sommes connus, croyez-moi, pour notre générosité. Et notre pardon aussi. Nous avons cette culture aussi d'oublier, de pardonner. Ça fait partie de la grandeur de l'âme aussi. Exactement. C'est l'histoire. C'est ça ce qu'on a ressenti au niveau de ces crânes-là. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'émotions, beaucoup de générosité. Ils ont donné leur vie, leur famille, ils ont abandonné tout pour dire que la nation algérienne, elle existe, elle a existé depuis la nuit des temps. Et vous disiez tout à l'heure que ce n'étaient pas des personnes qui étaient formées dans quelconque armée, ou c'était des fermiers, c'était des gens des propriétaires peut-être terriens ou qui travaillaient comme agriculteurs. Je vais vous donner une confidence scientifique, une première. Croyez-moi, la blessure de Mohamed Lemdjed Ben Abdelmalek d'Iboubrala, il a été grièvement blessé au niveau de l'œil. On l'appelait le borne aussi. Il a été grièvement blessé en revoyant l'évolution des blessures au niveau de l'orbite. C'est quelque chose de spectaculaire. On s'est dit, comment ce monsieur, il avait une blessure par balle transfixiante. Ça a touché à la base du crâne, l'orbite, le toit, l'os frontal. On s'est dit, comment il a survécu? Par quel miracle? Sans traitement. C'est quelque chose d'incroyable. C'est des gens qui avaient une foi, une croyance. Il avait ses lieutenants, il se déplaçait. Et pour l'histoire, il a failli épouser aussi la Fatma Soumer. Oui, bien sûr. Ça aurait pu faire aussi une autre puissance. Donc il y a beaucoup d'histoires. Pour chaque cas. Il y avait un moment où on disait que la Fatma Soumer faisait partie de ces crânes-là, de toute cette collection de... Non, on aurait aimé. Oui, on aurait aimé mais il reste aussi de la recherche. La recherche chez nous, hein. Il y a beaucoup d'histoires. Nos côtes gorgent d'histoires.
Et en avion, vous avez survolé donc les régions donc parce qu'on est beaucoup plus les régions de l'Est. De l'Est, c'est ça. De l'Est, oui. On a commencé à partir de Béjaïa, de la vallée de la Souma. Boubakla a sillonné la vallée de la Souma. Et puis on est allé aussi vers Maatra, Telles. C'était des zones guerrières. Toute la population s'est levée. Ils étaient, par exemple, Maatra et Telles, ils étaient connus. Ils étaient des fabricants. Nous voyons ce fameux avion avec les MiG qui accompagnaient. C'était des moments très émouvants que nous-mêmes nous avons vécus. Et vous-même, vous étiez dans cet avion, donc c'était des moments très forts. C'était incroyable. On les sentait, on dirait qu'ils étaient là vivants, de dire Dieu merci, enfin on est arrivé chez nous. On va mourir réellement en paix. Ouais. Lorsque vous ramenez quelqu'un et aussi de dire au monde entier que l'Algérie aussi n'a pas abandonné ses héros. Ça c'est important. Oui. Qu'on a en Nouvelle-Zélande, il y avait ils ont essayé, ils ont demandé à la France de restituer un ancien chef de tribu. Ils ont réussi à le faire pour un crâne. Oui. Et nous, quand même, nous avons réussi à ramener nos héros de la Révolution, des Acha, des adjoints de l'Émir Abdelkader aussi, beaucoup de combattants, soit l'Est, l'Ouest, le Titri. Toute l'Algérie s'est levée contre justement le colonialisme. C'est une page douloureuse de l'histoire de l'Algérie, mais c'est une page aussi qui avait une nation. N'est pas comme ça tombé nulle part, comme le disaient certains historiens, surtout les spécialistes de la phrénologie qui ont traité presque l'Algérien d'un être inférieur. Ce qui était faux, archi-faux. Nous avons eu notre histoire, notre culture, notre tradition, notre organisation sociale, familiale, et là il faut le défendre. Il faut le travailler, là. Il faut que la nouvelle génération puisse défendre ces principes-là. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur votre commission donc, que vous présidez, cette commission donc, scientifique. Aujourd'hui, quelles sont aussi les activités de cette commission après avoir malheureusement, aujourd'hui, elle est à l'arrêt ou Nous avons eu une réunion par visioconférence, ça fait 1 mois et demi. Avec le côté français, il y avait quelques dossiers en instance. Donc on s'est fixé un rendez-vous, mais à cause de la situation, les photos, on remet encore les photos pour ceux qui ne les ont pas encore vues. Mais à cause de la situation sanitaire actuelle, nous sommes vraiment dépendants de l'évolution de la situation sanitaire actuelle pour pouvoir, on doit se déplacer en France pour ramener les tissus des 24 crânes. On s'est entendu avec eux de garder une partie chez eux et une partie chez nous pour procéder à des éventuelles comparaisons ADN avec s'il y a des descendants, qu'on allait avoir des descendants. Et aussi ne pas fermer ce dossier, de penser à l'avenir comment travailler sur le dossier. Mais il nous reste 2 crânes, c'est des crânes qui appartiennent à la Société française d'anthropologie, donc qui n'est pas les dépositaires uniquement de ces crânes-là au niveau du musée. Nous sommes en train de négocier avec eux, soit le côté français ou algérien, de pouvoir restituer ces 2 crânes restants. Et on sait qui sont donc ces 2 personnalités, ces deux crânes, ces 2 personnes. C'est des résistants, c'est 2 résistants algériens. Je vous ai dit, il y a des crânes, on a suivi, il y avait Dr Vital. Dr Vital, c'était un médecin, un chirurgien de l'armée française. Il a ramené, il s'intéressait beaucoup aux crânes de résistants. Il a ramené au moins 9 crânes. Il les a gardés chez lui à Constantine. Et après, il les a emmenés à Paris. À Paris, il est mort, c'est son frère qui les a gardés au moins pendant 15 ans, au grenier. Et après, il a fait un don au musée de l'An. On a même la transcription, les registres d'entrée, etc. Avec des PV, il y avait des procès-verbaux entre ce colonel-là, ce médecin, avec sa hiérarchie. Comment? On avait même vérifié, on a des preuves au cours du transport de ces crânes-là, surtout à partir du port de Delles et du port d'Alger. Il y avait même des crânes qui ont été transportés à partir du port de Annaba.
Donc, tout a été inscrit, tout a été inscrit et recensé oui. sur des registres. Et il y avait des crânes où on a retrouvé même leur billet d'écrou. Il y a des gens qui ont été exécutés, oui. c'est-à-dire lorsqu'ils rentraient en prison, il y avait son nom et le motif d'incarcération. Et même le PV de son exécution. Tout cela nous a permis de... Nous étions convaincus que c'est les crânes d'Algériens. Oui. Les crânes d'Algériens, pour nous, c'était tous des Algériens. Mais il fallait faire quand même la part des choses. On a pu éliminer 3 crânes qui n'étaient pas algériens. Donc on les a retirés de... Donc savoir aussi, connaître les nationalités, c'est tout un travail... Il y a un travail d'ethnie. Ah, d'accord. De l'ethnie, c'est-à-dire de la région. Oui. Il y a des caractéristiques. Oui. Il y avait des études... Nous voyons les photos qui défilent. Voilà, pendant toute cette partie de notre émission, on voulait vraiment, avec votre présence, professeur, rendre hommage, revenir sur ce beau moment que tous les Algériens ont vécu. On l'a si longuement préparé. Ah, oui. Et croyez-moi, c'était le 4 juillet. Oui. Le 4 juillet, donc on s'est déplacé à Boufarik à 2 h du matin. Tout le monde était enthousiasmé, les jeunes officiers. J'étais le seul civil. Et a bien préparé, on a tout préparé dans le détail du détail, dans toutes les procédures. Et Dieu merci, lorsqu'on est arrivé au Bourget, il y avait notre ambassadeur avec les cadres aussi de notre ambassade, et nous avons réussi à faire restituer officiellement, et on a annoncé que ça y en a pris notre envol pour retourner en Algérie. Et lorsqu'on est entré dans les zones territoriales algériennes, donc on a été escorté par... C'était aussi un moment émouvant pour l'ensemble de l'équipage, des personnes. Et Dieu merci, alhamdoulilah, le reste, vous l'avez connu. Et ça a été quelque chose de magnifique. Professeur Belhadj, merci d'avoir, professeur Rachid Belhadj, merci d'avoir été parmi nous. C'est un moment très fort que nous avons vécu en votre compagnie, un véritable plaisir. J'espère qu'on vous recevra encore pour d'autres beaux moments, où on fera une émission en direct de quelque part avec vous, qui sait. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup, c'était un véritable honneur de vous avoir reçu et plaisir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, et nous sommes de retour dans notre émission en direct de Canal Algérie. C'est toujours des moments comme ça passionnants que nous avons avec nos invités. Et c'est un honneur encore une fois de recevoir parmi nous M. Farid Eril Hariz. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. M. Farid Eril Hariz, merci d'être là. Merci à vous, c'est toujours un plaisir également. Voilà, alors justement, M. Farid Eril Hariz, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous êtes chercheur en archéologie. Vous êtes souvent donc à Tamanrasset, tout un travail de recherche autour de Tinhinen. Puisque nous allons aujourd'hui avec vous essayer de découvrir cette personnalité. Il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de Tinhinen. Certains vous disent que c'est un mythe. Elle n'a pas existé, elle a existé. Nous avons son espace. Le monument, le tombeau. Le monument, le tombeau. Certains vous disent, il y a un travail de recherche qui a été fait autour de cela. Tout à fait. Tinhinen, brièvement comme ça pour l'historique, les plus anciennes fouilles, c'était en 1925 et en 1933. Donc, à l'époque, c'était un petit peu l'idée un peu partout à la recherche du trésor. Le trésor qu'il y a sous les pyramides, le trésor qu'il y a un peu partout. Donc, c'était un travail beaucoup plus, dont l'objectif était beaucoup plus de trouver un trésor ou quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça s'est fait dans ces conditions. Donc, ils ont fouillé. Et ils ont trouvé tout un mobilier, un squelette, etc. Tinhinen, c'est d'abord un monument. C'est une construction. C'est une construction pratiquement unique au Sahara, avec de la pierre. C'est un monument qui est construit sur un petit monticule, une petite butte qui surplombe donc 2 oueds, Oued Abadessa et Oued Tifrit. Il est situé à 80 km à l'ouest de Tamanrasset. Ce monument, il est organisé en 11 chambres. Dans ce monument, il y a 11 chambres. C'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné, c'était probablement un habitat fortifié d'abord. Donc il a connu plusieurs périodes de sa vie, de la vie de ce monument. Et puis, dans l'une des chambres, on a trouvé un squelette.
un squelette avec un mobilier funéraire. Hein, et c'est la chambre funéraire. Donc ce squelette, c'est le squelette d'une femme avec tout un mobilier, des bracelets, de la parure, des objets, par exemple en céramique, des ustensiles en verre, etc. Et on a établi donc un lien entre le mythe, la légende de Tin Hinan avec ce squelette, avec cette sépulture. Oui. Hein. Il est daté, le monument est daté du IVe siècle, hein, donc 300 ans et quelques. C'est pratiquement l'Antiquité. D'ailleurs, on trouve même quelques objets de cette période antique hein, qui sont... Voilà, nous voyons justement. Ça, c'est un monument funéraire. Hein, Oui. C'est plus ancien encore que le monument de Tin Hinan, Oui. parce que nous avons les plus anciens monuments funéraires, ils remontent à 6000 ans. Hein. À 6000 ans, on peut dire que c'est 2 à 3000 ans avant les pyramides. Donc, les premières formes, les premières architectures qui sont dédiées aux morts se trouvent en Algérie, au Sahara algérien. C'est beaucoup plus ancien. Ça, c'est des inscriptions berbères. Ça, c'est le résultat de l'évolution de l'art rupestre. Hein. Oui. D'ailleurs, la région saharienne, le Sahara central, est riche, très riche en fresques rupestres. Oui. Ça aussi, c'est une autre fresque rupestre. Là, on voit des bovidés, des bovins. Et c'est la période où l'homme a commencé à domestiquer justement les animaux. Oui. Il a commencé par les bovins, par les caprins, etc. C'est ce qu'on appelle la période bovine. Bovine. Oui. Et c'est le néolithique. Oui. C'est la période où l'homme a commencé à se sédentariser. D'ailleurs, au Sahara central, le Sahara central, donc l'Ahgar et le Tassili, c'est l'un des foyers hein, où l'homme est passé d'un mode de vie basé sur la chasse et la cueillette à un mode de vie de production par la domestication des animaux et la pratique de l'agriculture. Hein. Oui. Donc l'Algérie est très ancienne dans cette révolution économique, technique, sociale, etc. Et c'est cette période où l'homme a commencé à se sédentariser. D'ailleurs, au Sahara central, parmi les objets, donc les nouveaux objets qu'on a utilisés durant cette période, il y a la poterie, la céramique. On a façonné la céramique. Et il y a 2 foyers au monde où on trouve la plus ancienne céramique. Il y a la Mésopotamie et l'Ahgar et le Tassili, et elle remonte à environ 10 000 ans. Hein, c'est très ancien. Et avant, le climat, il était un peu moins aride qu'actuellement. Oui. Il restait encore des endroits où il y avait une forêt de savane arborée. C'est un petit peu comme la savane d'aujourd'hui, où on trouve des éléphants. Oui. D'ailleurs, on trouve ça sur la rupestre. Absolument, on trouve des représentations d'éléphants, de girafes, d'hippopotames, etc. Toute la grande faune de lions. Hein, donc jusqu'à environ 4000, 5000 ans, c'était encore un peu humide. Il y avait encore des lacs, il y avait de l'eau qui coulait, donc il y avait cette grande faune. Et à partir de 3000 ans environ, 3000, 4000 ans, le désert s'est installé. Et là, c'est le site, ça c'est le site de Tin Hinan. Oui. Ça c'est un chemin qu'on a aménagé sur le site pour donner accès aux monuments sans difficulté. C'est avec drone qu'a été fait tout à fait. Ce travail, oui. Tout à fait. Oui. Donc là, on va vers le monument. On voit que c'est situé sur une butte, hein, sur une colline. Oui. Il y a l'oued derrière, parce qu'on dit aussi qu'avec Tin Hinan, il y a eu l'événement de l'agriculture, qu'elle a ramené ce savoir de l'agriculture. Oui. Donc le monument, il est de forme... il fait donc la plus grande longueur, c'est environ 26 mètres. Sa largeur, c'est 24 mètres. Oui. Il a par endroits des murs très épais, hein, des murs qui atteignent presque 3 mètres de largeur. Hein. C'est pour ça que on dit que c'était un habitat donc défensif, hein, fortifié. Donc c'était une forteresse. Et ils l'ont habité. Et puis par la suite, on a enterré... Voilà, nous le voyons encore. Hein, autour du monument. Autour du monument, toujours. Et autour de ce monument, il y a des petites tombes. Il y a 13 petites tombes, justement,
qui ont été fouillés aussi et où on a trouvé des squelettes, mais sans mobilier, hein, sans le mobilier. Le site, il est immense. Voilà, là on voit les chambres. Oui. Et tout à fait en haut, là où il y a les dalles, là, sur le sol, oui. c'est la chambre funéraire, hein, en haut à gauche. Hein. Très bien, oui, on le voit. C'est ça la chambre funéraire. Donc c'est là où on a trouvé justement le squelette, hein, le squelette de cette personne, avec tout son riche mobilier, hein, des bracelets en or, des bracelets en argent, de la poterie, surtout aussi des pointes de flèches, hein, des pointes de flèches en fer. Hein. Ça veut dire ça veut dire aussi qu'on fabriquait ces pointes de flèches sur place. Hein, enfin, peut-être pas à l'intérieur, mais à côté. Et là, nous avons donc toutes les chambres, 11 chambres, hein, qui sont irrégulières, de forme irrégulière. Et justement, Tinhinan, c'est également un mythe fondateur. Toute la société touareg, les Émouhars, ils se revendiquent descendants de Tinhinan. Alors, qui est Tinhinan? Si on doit donner une explication à ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est souvent considérée comme une reine, comme une princesse, d'autres comme une sorte de voyance. Elle avait un côté un peu qui allait très loin dans sa vision, etc. Elle était magique. Il y avait de la magie en elle aussi, chez Tinhinan. Mais chacun a une certaine interprétation. Alors, est-ce que réellement, vous qui êtes dans la recherche, est-ce que Tinhinan a existé? Maintenant, ce qui se dit et ce qui s'est transmis de génération en génération, on dit que Tinhinan est venue du nord du Sahara. Hein, elle est venue, bien sûr, pas toute seule. Elle avait ses servants, donc c'était un personnage d'un rang social important, donc elle avait ses servants, elle était accompagnée avec un groupe, on ne connaît pas le nombre, donc elle est venue jusqu'à Abalessa et elle s'est installée à Abalessa. Hein. C'est là-bas qu'elle s'est installée. Ils ont construit ce monument. D'ailleurs, Tinhinan, et puis par la suite, il y a l'héritage du pouvoir. Vous savez, chez les Touaregs, le pouvoir traditionnel, c'est l'âme locale. Hein, bien sûr. C'est l'âme locale, mais il hérite ce pouvoir. La filiation, elle se fait par la mère, hein, c'est pas par le père. Hein. C'est le matriarcat. C'est le matriarcat. Donc, il se fait par la matrilinéarité. Hein. C'est la femme qui donne le pouvoir à l'homme, c'est lui qui commande donc le groupe ou la société, etc. Donc, et tous les Touaregs se disent descendants de Tinhinan. C'est l'arrière-grand-mère justement d'une partie de la société touareg, hein, jusqu'à maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que la femme occupe une place importante dans la société touareg, c'est grâce à cet héritage. Hein. Bon, c'est pratiquement chez toutes les sociétés berbères. Hein. Parfois même, on a l'impression que c'est l'homme qui commande, mais ce n'est qu'une façade. Hein. Les décisions, elles se prennent ailleurs. Donc Tinhinan, c'est ce personnage, c'est ce grand personnage d'un rang important qui a donné naissance à cette civilisation des Émouhars qui se sont adaptés à la désertification. C'est des conditions climatiques très très rudes, extrêmes parfois. Donc ils nomadisaient, c'était le semi-nomadisme, donc il y avait des échanges commerciaux vers le nord et vers le sud. Et ils ont construit justement, ils ont mis en place cette société qui vit en symbiose, d'une part avec son environnement, qui est très, très rude, très extrême, aride, et qui vit aussi dans un équilibre, dans un équilibre social très, 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 très important et judicieux. Hein. Par exemple, chez les Touaregs de tradition, c'est la femme qui s'occupe de la maison. La maison appartient aussi, la maison qui monte la tente. La tente, absolument. Et Heket, c'est cette tente touareg qui est construite avec des pots, avec des pots de bêtes, en général de chèvres. Avant, c'était peut-être le mouflon aussi. Hein. Et la maison lui appartient. Et puis, par exemple, quand il s'agit de se marier, d'épouser quelqu'un, c'est la femme qui choisit justement son futur époux. Et il va habiter chez elle, dans cette demeure qui lui appartient. Et c'est elle aussi, c'est très important, c'est elle qui hérite. L'homme n'hérite pas.
c'est la femme qui hérite donc de tous les biens, hein, que ce soit les animaux domestiques, ou alors les terres, ou alors il y a des endroits où il y a des palmeraies également, c'est elle qui hérite, tel qu'à Janet, etc. L'homme, il est là, il nomadise, il conduit son troupeau de dromadaires, donc là où il y a à manger, là où il y a de l'herbe, hein, parce que parfois il y a des zones qui sont très arides où il ne pleut pas, donc il doit se déplacer. Et il fait aussi, il s'occupe aussi des échanges, des caravanes, hein, des caravanes commerciales. Oui. Ben écoutez, vraiment, c'est très intéressant de découvrir aussi toute cette histoire également et des traditions qui nous appartiennent parce que également l'Algérie c'est un pays continent. On découvre tellement de belles choses à travers nos régions, nos traditions. Aujourd'hui, avec vous, justement, M. Fader El Ahiss, on voulait revenir sur une personnalité qui était Tin Hinen, donc son histoire et puis ce fameux espace. Hein, donc, est-ce qu'on peut le considérer? C'est donc c'était une demeure, c'était la demeure de Tin Hinen, on considère comme étant vraiment l'espace où elle vivait? Ce qu'on sait, c'est que c'était certainement un habitat fortifié au début. Et puis, à un moment donné, quand on a enterré Tin Hinen dans l'une de ses chambres, donc on l'a sacralisé en quelque sorte. D'ailleurs, il y a même des traces d'un corridor. Donc, une sorte, il y avait certainement une sorte de rituel. Hein. On tournait autour. Hein. Et puis, on a constaté aussi qu'à un moment donné de l'histoire de ce monument, on a barricadé le corridor. Donc, on a désacralisé. On ne connaît pas encore les raisons, mais on a désacralisé. Et puis, il se trouve qu'à un moment donné, ce monument qui avait une charpente en bois avait brûlé. On a trouvé des traces, justement, de brûlure, et ça s'est effondré. Voilà. Et puis, il y a eu du sédiment qui s'est installé dessus. Ça s'est recouvert. C'est ce que nous voyons, justement. Bravo. Parfait, c'est très bien. En tous les cas, merci beaucoup, M. Fader El Ahiss, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était aussi une page d'histoire avec vous, un peu plus ancienne que celle de M. le professeur Belhadj. C'était une joie. J'espère que vous serez parmi nous plus souvent. Si, bien sûr. Et je voulais juste rajouter qu'il y a des travaux de recherche qui continuent, qui se poursuivent, justement. On est en train de fouiller les remblais, justement, de ce site. Très bien. Et on a découvert encore beaucoup de choses du mobilier qu'il y avait. Et bientôt, on va rendre au public les résultats de ces travaux. On espère que dès que vous aurez fini, qu'il y ait un résultat, vous venez le partager avec nous. Ça nous fera vraiment en exclusivité dans notre émission et c'est un plaisir, vraiment. C'est promis. Monsieur Fader El Ahiss, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et puis on va aller justement à la découverte d'un autre espace, à la restauration de Qsara Bou Saada. Par une association, l'association Shems. C'est un reportage de notre cher collègue donc Abdelmajid Ben Qassi qui a fait ce reportage. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis ici depuis des lustres dans la maison de mes parents décédés. Je suis prise en charge par 2 de mes frères qui me rendent visite régulièrement. Moi, j'ai toujours voulu rester ici, dans la maison de mes aïeux, et rester auprès des miens. Et si on veut me voir, je suis là. Oui, je fais pratiquement partie de l'histoire de la citadelle. Elle fait vraiment partie de l'histoire de la ville de Bou Saada. C'est de Khalti Zineb qu'il s'agit. Ces femmes sont indéniablement les véritables mémoires et gardiennes de ces citadelles, dont l'âge et l'histoire remontent souvent à bien des siècles. Nous sommes allés à Bou Saada pour rencontrer des jeunes membres d'une association dont le but est la réhabilitation de nos vieux ksor, érigés aux portes du sud algérien. Shamsou, Yassine, Mohamed, Zaïd, Ali et tous les autres ont décidé de restaurer leur vieille cité. Ils veulent sauver leur ksar séculaire, ils veulent sauver leur mémoire. L'idée de la restauration est partie d'une action de solidarité initiée par les jeunes de l'association Shems, à l'endroit de voisins dont la maison menaçait ruine. Au début de notre initiative, nous avons voulu aider des voisins dont les maisons situées dans leur sol risquaient de finir en ruine. Ensuite, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas continuer notre œuvre et poursuivre la restauration de toute la citadelle? Nous avons vu que la citadelle de Bou Saada était dans un état de délabrement très avancé et risquait même de tomber en ruine. Nous avons donc réagi pour sauver ce qu'on pouvait sauver. La citadelle représente notre patrimoine et notre culture. Un double objectif
peut-être pour ce noble travail de restauration de cette cité vieille de plus de 8 siècles, restaurée pour habiter, pour la mémoire, mais pourquoi pas en faire des maisons d'hôtes pour le tourisme local. Cette forme d'hébergement existait avant à Bou Saada. La ville accueillait un nombre important de touristes. Et comme il n'y avait pas beaucoup de lits à l'hôtel, beaucoup d'habitants louaient leur maison. Donc, il serait très intéressant de revenir à cette possibilité. Dans les années 70, la ville de Bou Saada était pionnière avec ce type d'hébergement. Bou Saada est quasiment la porte du sud algérien. C'est notre histoire. C'est aussi le patrimoine de nos parents. Et c'est également notre mémoire. Oui, nous voulons que notre citadelle retrouve son lustre d'antan et faire revenir les 40 000 touristes qui venaient régulièrement à Bou Saada, une oasis qui avait aussi une palmeraie de plus de 30 000 palmiers. Nous, en tant que jeunes, nous essayons de restaurer le maximum de notre belle cité antique tout en respectant la réhabilitation avec des matériaux originaux. Voilà encore une autre initiative citoyenne des jeunes de la région, des jeunes de la citadelle de Bou Saada, la Kasbah de Bou Saada, le Qsar de Bou Saada. Appelez-le comme vous voulez, les jeunes qui se sont donné le mot, aller jusqu'au bout et restaurer un tant soit peu cette belle citadelle de Bou Saada qui faisait avant la destination préférée de beaucoup. Cette fameuse association qui restaure en fait des sites archéologiques, des sites historiques de Bou Saada. Voilà, et puis après Ahmed Wahbi, une très très belle chanson que l'on vous offre en direct de Canal Algérie. Et oui mes amis, vous le savez, tous les dimanches après-midi, on vous accueille avec beaucoup d'amour et beaucoup de belles choses, comme vous le savez, avec des invités de belles femmes, n'est-ce pas, qui représente aussi notre patrimoine et toutes ces bonnes choses. Qahwat al-Asr, n'est-ce pas, Madame Mina Belmihoum, merci d'être là. Et merci également à Madame Saoussel Boussouf Hamouch qui est parmi nous avec ses bons gâteaux aussi de Madame Hadjira Khiyar du Golfe El Mouradia qui nous offre à chaque fois des très bons gâteaux traditionnels. Nous, nous voulons que du traditionnel pour Qahwat al-Asr. Nous ne voulons pas, il y a des nouvelles recettes, c'est très bien, mais nous, on veut le traditionnel. On y tient, c'est notre mémoire, c'est notre histoire. C'est surtout le bradj, le maqroud, voilà, le maqroud, tout à fait. Puis même ces gâteaux, voilà, et puis aussi ces gâteaux traditionnels que nous aimons, que ce soit tcharek msakkar, la qamirat, dziriyat, l'arayesh, ka'at batalia. Tout ça, ce sont nos gâteaux qui font aussi partie de notre histoire. Et nous avons aussi, comme vous l'avez si bien dit, le bradj, le msemmen, toutes ces bonnes choses, toutes ces gourmandises. Nous savons faire, nous savons y faire. Et puis on salue aussi le comptoir du chocolat également. Comptoir du chocolat, elles font de très bonnes choses. Les sœurs, donc Savar Zitoun, que nous avons reçues la semaine passée. Voilà. Et puis à cette occasion, je souhaite un joyeux anniversaire à notre cher ami, collègue et frère que nous adorons, Kamel Ben Abdeslam, qui on lui souhaite un joyeux anniversaire, une très bonne santé. Toutes ces bonnes choses lui sont dédiées cet après-midi à Kamel Ben Abdeslam, une longue vie, une très très bonne santé autour de nous, parce que nous l'aimons aussi, et autour aussi de sa famille, proche, encore une fois, plein de bonnes choses à notre cher Kamel Ben Abdeslam. Alors, avec vous, mesdames, vous êtes toutes belles, magnifiques, avec de belles tenues. Merci, merci. Donc, on essaye d'être voilà, dans le thème, dans la thématique. Absolument. Voilà. Madame Saoussed, Madame Saoussed Boussouf Hamouch, vous êtes parmi nous aujourd'hui. On vous a suivi depuis des années. La tenue que je porte aujourd'hui est signée par vous. Vous travaillez beaucoup, vous revisitez le patrimoine. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui en Algérie qui font ces choses. On les félicite vous-même. On vous félicite pour votre travail. Donc vous revenez, par exemple, ça c'est un joli gilet que j'ai pu porter sur une combinaison très à la mode actuellement. Puis on peut porter un gilet. Ben oui. Voilà. Avec bien. vous nous faites rappeler la robe constantinoise. C'est les panneaux de la Gandora constantinoise. Revisité sur du velours, du daim, ça peut être une matière comme ça, et c'est très joli. Excusez-moi Linda, on en profite plus.
Parce qu'on peut le mettre sur un pantalon de tous les jours. Tout à fait. Et puis là, entre-temps, on est bien habillé et puis on revendique nos racines et notre patrimoine. C'est magnifique. Bravo, vraiment bravo. Voilà. Merci. Et ça, c'est vraiment très, très joli parce que ça nous fait vraiment rappeler la gandoura constantinoise avec ses panneaux. Ouais. Et en même temps, ça a une touche superbe moderne, c'est très tendance aussi. La couleur est belle. Elle est à la mode, donc ça aussi, on vous félicite. Absolument. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Canal Algérie. Oui. Je souhaite la bonne année à nos téléspectateurs qui se trouvent ici et ailleurs. Et comme on est toujours dans le thème, donc aujourd'hui, je me suis permise de porter une melhfa. Magnifique. Vous êtes belle. Voilà, merci beaucoup. Comme vous le savez, ma spécialité, c'est la melhfa. Donc, je tiens à sauvegarder notre patrimoine. C'est le patrimoine. On la retrouve à l'ouest, par exemple, à Tlemcen, c'est Rda. C'est vraiment c'est dans les 4 coins de l'Algérie. Dans la région berbère, etc., elle existe. Et même en Kabylie, il y avait d'abord cette robe pour qu'après, il y a eu la robe kabyle actuelle. Dans le sud algérien, c'est que la melhfa, finalement. Donc, c'est vraiment la tenue. Et moi, je pense que Zman, je ne sais pas si j'ai la bonne information, et puisque vous êtes là, je vais vous poser la question, peut-être que vous pourriez me répondre. Je pense qu'avant, on tenait ça qu'avec des broches, ça ne se non, cousait avant pas. Ça, c'était des nœuds. C'était même pas des broches. Et puis après, c'était les bijoux. Après, c'était des bulles. Voilà, c'est un morceau de tissu, mais absolument. Ce sont 2 morceaux de tissu, le dos et le devant, qu'on rattache avec des fibules. Tout à fait. Et qu'on met. Avant, c'était juste une petite corde. Oui. Parce que c'était un habit pratique. Oui, très pratique. Voilà. On va voir quelques tenues de vous, justement, Madame Sawsan Boussouf Hamouche. Vous êtes donc, je disais, vous travaillez beaucoup les cordons. Voilà, nous voyons cette très belle robe berbère, elle est magnifique. Donc, nous la voyons, elle est superbe. C'est une robe berbère revisitée. Oui, revisitée. Là, c'est une melhfa chaoui et kabyle en même temps. Oui. Parce que j'ai incorporé, j'ai rajouté le tissu fota. La fota, voilà, sur du satin, avec des galons kabyles et des pompons. Voilà. Donc ça fait quand même une pièce assez originale. Oui, tout à fait, très très belle. Et c'est une pièce de défilé, j'ai défilé avec. Très bien, donc vous inspirez de quoi exactement? Est-ce que c'est par rapport à l'histoire, au patrimoine, ou vous voyez, vous allez voir aussi par rapport à la mode, ce qui est tendance? Comment que ça se passe, vos travaux de recherche? Oui, je m'inspire beaucoup du patrimoine. C'est-à-dire, je garde la base et j'apporte des petites touches de changement. Tout dépend ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend de ce que la cliente veut, si c'est... La cliente peut vous inspirer? Rarement, non. C'est plutôt mes propres inspirations. Parce que je prépare des collections et je... Très bien, alors nous voyons mais vous pouvez, par aussi exemple, avoir une cliente qui se présente et qui sait ce qu'elle veut. Oui, donc, bien sûr. Là, on est obligé de... Et nous voyons la tunique aussi, cette tunique, voilà, un peu, ça peut faire un peu une sorte de khchabia revisité, modernisé, avec la cagoule, donc ça fait, c'est très très moderne. Hein? Oui. Là, c'est la nouvelle collection. Voilà. Parce que... c'est ce que nous voyons. Oui, c'est joli. C'est fait avec des lainages. Donc, vu la conjoncture actuelle et les circonstances, donc j'étais obligée de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc là, j'ai dévié un petit peu sur le prêt-à-porter. Et comme c'est l'hiver, donc j'ai opté pour la khchabia qui fait encore une fois partie de notre patrimoine. Donc revisiter. Donc avec des lainages et toujours avec des galons berbères ou des galons de... Vos tenues aussi, Madame Boussouf Hamouche aussi nous rappelle aussi cette période de contes, d'histoire.
Et notre amie est conteuse, elle est parmi nous aujourd'hui. Mina Benmirhoub, passionnée par le conte, relater l'histoire, raconter. Je vous dirais que moi, je suis passée chez elle parce qu'elle est au centre-ville, elle était au centre-ville, et donc là j'ai deux tenues à elle. D'accord. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, mais entre-temps je me suis dit waouh, superbe, il y a quelqu'un qui fait des choses magnifiques, et pour ma profession c'est superbe. Vous aussi vous êtes très bien, vous êtes magnifique. Moi c'est vrai que je ne suis pas très stricte. Vous voyez, je peux vous prendre un truc chéri, un truc kabyle, un truc du sud, et puis je concocte quelque chose. Voilà. Vous êtes vraiment. C'est un peu. C'est très bien, c'est un superbe patchwork. Alors, que devient justement Mina Benmirhoub? Vous savez, c'est vrai que cette période de confinement et de Covid, oui, ça fait un moment, on s'est quand même perdu de vue. Et je me disais, j'ai pas le droit de ne pas aller chez Linda, parce que j'ai commencé, c'est vous, j'ai commencé avec vous, la première émission, c'est vrai qu'on l'avait faite, on avait commencé à la radio, et puis on est passé à Touhajt Bladek, et les années passent, ça fait 15 ans aujourd'hui. Ça passe très très vite, ça passe très vite. Et donc, bon, Mina, du conte, c'est-à-dire comme il n'y a pas beaucoup de scènes, et puis après un beau jour, je me suis dit, bon, Mina, il faut tout donner, il faut tout passer, il faut passer, c'est-à-dire il faut donner ton savoir. Donc là, j'organise des ateliers dans les écoles. J'ai les petits, j'ai les moyens, bon, parfois j'ai même les lycéens. Mais cette année, j'ai décidé de prendre les petits. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus attentionnés. Et puis, je prépare les nouveaux conteurs, les futurs conteurs. Et donc, je leur donne une canne. Et là, je me dis que dans quelques années, ça me fera plaisir de voir mes élèves devenir des conteurs. Et c'est important aujourd'hui de garder, de perpétuer le conte. C'est l'imaginaire, ne plus être face à son smartphone, mais écouter quelqu'un, le regarder. Dernièrement, pour Yanaïr, ils ont joué la pièce théâtrale Ntal Adjouza. Donc c'était magnifique de voir cette génération. Alors moi maintenant, c'est plus Blanche-Neige, je n'ai rien contre Blanche-Neige, ni parce que c'est universel, c'est magnifique. Mais à un moment, je me suis rendu compte qu'on ne connaissait rien de notre patrimoine, de notre culture. Donc je me suis dit, c'est moi qui vais protéger ce patrimoine et cette culture. Je parle de la poésie, je parle du conte, et là, parce qu'on me dit, oui, vous savez, les enfants, il faut donner. Absolument, en fin de compte, il faut donner. Tout à fait. Voilà. Alors, puisqu'on parle du thème de Yenayer, on rebondit avec un reportage de notre cher collègue Anissa Bouzid, qui a fait un superbe travail sur le patrimoine du Mont-Chenois. À l'honneur, il était au Bastion 23 dans le cadre des festivités de Yenayer. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. Dans la continuité des festivités organisées à l'occasion du Nouvel An Amazigh, le Palais des Raïs Bastion 23 a mis à l'honneur le patrimoine culturel du Mont-Chenois de Tipaza. On a organisé en collaboration avec l'association Ifren chinois, premièrement des conférences animées par des spécialistes, des gens de chinois sur les traditions de la région de Chinois, Nado, Bnihoua. Placée sous le thème Ideinen, la manifestation a débuté autour d'une table ronde développant ainsi les traditions et coutumes de Chenois. Le Dainan est un chant. C'est un chant de malaise, un chant de mal-vie. D'abord, c'est un chant rural. Il n'est chanté que dans les contrées rurales de cette région.
partir des années 79, le groupe Ishnouin, qui était un groupe donc créé dans l'objectif de prendre en charge une partie de la culture amazigh de cette région en général, et en particulier la culture des Chinouïens. En particulier donc la culture des Chinouïens avait décidé donc de faire sortir ce chant de l'anonymat. Mon intervention, c'est les coutumes de la fête Yennaïr chez la famille Chinouï, qui se présente comme suite. La fête s'étale sur 3 nuits et chaque nuit a son plat spécial. Mais avant d'arriver à la fête elle-même, il y a une préparation qui se fait. C'est la femme Chinouï qui va ramasser tous les herbes et les fruits de forêt, et tout ce qui se mange dans les 3 nuits. Première nuit, l'hashish, on mange tout ce qui est herbe. La deuxième nuit, nerrish, c'est le poulet au couscous, بالبركوكس quoi. La troisième nuit, on dit là, l'aish. L'aish, c'est les pâtes. Riches et variés, les exposants ont mis en exergue l'héritage culturel des Chinouïens, en exposant des produits artisanaux ainsi qu'une reproduction de la maison ancienne typique de la région. كانوا النساء بكري كانوا يقعدوا انصامبل يجمعوا جماعه كيف وكانوا يخدموا هذه الحوايج. الصنعه هذه كانوا يخدموها وانا كنت نشوفها تعجبني، كنت نحب نعاونهم ولا نحب نمس هذيك الطين، ومن بعد مع الوقت تروحي نخدمهم كيما هما كانوا يخدموا لي زوبجي تاع الكوزينه، واش يخدموا في المطبخ، واش يطيب قدره يطيبوا فيها، نافخ يخدموا طبس يدي يسحقوه. وما داناش تروحي كي وليت نخدمها وليت نعرف وليت يجيني افكار حبيت نطورها نديرها صناعه تقليديه يدويه وفنيه. La maison chenouille ou bien berbère à l'époque, pas de notre époque maintenant, mais à l'époque c'est constitué de 2 pièces principales. Et on trouve toujours la pièce cuisine, côté cuisine, où la famille passe tout son temps là-bas, et beaucoup plus les vieilles, déjà pour préparer le manger, pour préparer le lait, comme vous voyez ici. C'est la pièce la plus chaude, donc toute la famille se regroupe dans cette pièce. Et la grande-maman ou bien la grande-mère raconte des contes ou bien des devinettes. On trouve toujours une chaleur familiale à l'intérieur de cette maison. Comme cette maison est construite avec des moyens locaux, comme de la pierre et de la terre, et même la toiture, c'est fait de la même... c'est du bois et du roseau et de la terre, pour que la température intérieure reste toujours ambiante. Dans une ambiance conviviale, en harmonie avec l'élégance du décor, le groupe musical Eiren Chinois a clôturé les activités culturelles par des chants du style Dainen, témoins de l'authenticité et la diversité du patrimoine du Mont Chenois. Après ce beau reportage d'Elissa Bouzid, on revient à Madame Soussen Bossouf Hamouche avec une autre tenue que nous voyons justement, qui ressemble à celle que nous avons vue tout à l'heure. Hein, c'est un peu... c'est toujours la... Non, c'est une qashabia. Courte. C'est une qashabia courte. Féminine, on va dire. Voilà, féminine, très, voilà. Avec des babouches aussi. Avec des babouches. Les babouches, c'est une amie qui les fait, Hind Krizou. Elle est spécialisée dans ça. On la recevra prochainement avec
Inch'Allah, ça nous fera plaisir. Donc, on a fait une collaboration pour le shooting. Oui. Et donc, je disais que j'ai choisi les étoffes, les tissus beaucoup plus en laine. Voilà, lainage, velours. C'est une nouvelle collection là que vous avez. C'est une nouvelle collection. Alors il y a les qashabiyettes, il y a des gilets, il y a des serroirs. Comme ce gilet que je porte aujourd'hui, voilà. Il y a des serroirs, il y a des ensembles, il y a des panchos aussi avec des tissus écossais, des pieds de poule, des pieds de coq, comment on appelle ça Enfin, un tissu asiatique, on va dire. Et donc, on a essayé de faire ça, tout en parallèle avec la melfa, que je ne... Bien sûr, c'est la pièce maîtresse chez Sousan Création. Donc, la melfa, j'ai... Vous avez cette jolie robe d'hôtesse, hein? Non, ça c'est un pancho. C'est une robe pancho. Oui, parce que c'est ouvert sur les deux côtés. D'accord. Voilà. Et toujours avec la connotation berbère, le galon. Oui. Nous voyons, c'est très joli. Voilà. C'est très très joli. Ça c'est aussi important. Donc ça c'est une collection d'été. Donc j'ai fait à peu près la même chose, mais pour l'hiver. Donc il y a des panchos, il y a des petites vestes, il y a surtout c'est la kashabia. En ce moment, ce qui marche le plus, c'est la kashabia. Parce que c'est nouveau, c'est tendance, c'est gai, avec les couleurs. C'est pratique à porter. Voilà. Ça aussi, c'est important. Oui, il faut en parler, parce que c'est surtout pour les... ça tient chaud. Ça tient chaud. Pour les femmes bien rondes aussi, c'est très pratique. Parce qu'elles n'ont pas à se casser la tête avec le 38, le 40, ça habille toutes les tailles. Donc, super. Et Mina, comment va Mina Ben Mehoub? On parlait tout à l'heure de la poésie, des textes. Là, vous allez vers le chant. Oui, là, je vais, c'est-à-dire, je vais raconter les chansons engagées. Donc là, en ce moment, je suis un peu sur les chansons de Slimane Azem. Et il y a Ekli Yahyaten et Farid Ali qui a beaucoup chanté pour la Révolution, pour Aïma Azizan. Et ça fait 2 ans que je travaille dessus. Et puis, j'ai un peu présenté mon travail au niveau des galeries. Voilà, lors de mes après-midi littéraires. Vous avez participé à pas mal d'événements. Oui, à pas mal d'événements, dans les galeries, beaucoup de galeries, telles que la galerie Aïda. Aïda, j'ai commencé par faire des après-midi littéraires. Là, je l'ai fait pendant le confinement chez moi, parce que j'avais un espace extérieur. Et donc, mes après-midi sont l'art de la parole ambulante. Parce qu'après, il y aura un moment, quand il fera beau et tout, on fera, Inch'Allah, les 52, parce que là on me dit il n'y a plus 48 wilayas, il y a 52 wilayas. Et donc on ira vers les maisons d'hôtes, et puis il y aura à chaque fois il y aura une thématique, le village, la ville. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis, pour un exemple, je ne sais pas si j'ai le temps, par exemple, pour Djahar Bzef Damzian, j'ai commencé par écrire, donc je commence à raconter, je vous donne un petit couplet, c'est Loukan kan andi yimma, Loukan kan andi baba, من هو نروح لبلاد الناس واللي تجي يعفس عليا جاحر بزاف دا مزيان ولا شوي دبرن في اللي جاحر بزاف دا مزيان ولا شوي دبرن في اللي قلت مورا روي غلمحان داقو جيل بلا الوالي. Et donc là, c'est-à-dire quand on quitte notre pays, on a beau être bien, on a beau être, on est orphelin. Voilà, et comme pour Ekli Yahyaten qui dit Urtsru Aïma
ورسلو ماد الطار انتي درغ صدق ما تبكيش عليا يا يما الطار نعاود نرجعهولك وهدري وقولي وفوخي على وليدك ووليدك راهو جندي حتى واذا كاين البحر حتى واذا كاين البرد وليدك راهو يحارب اذا مات الله يرحمه بصح الجزائر تقعد واقفه. Donc je suis en train de faire un travail sur ça, plus les ateliers. Bon, je vous ai dit, il faut que je donne tout ce que je sais et plus tard il y aura des conteurs. Il y a des jeunes passionnés par oui. le conte. Et ben pour, c'est-à-dire dans mes après-midi, et ben j'ai rencontré que de talents. Mais ils adorent ça et ils veulent à tout prix être formés aussi. Et puis vous savez, maintenant on dit atelier, moi je voulais vous dire, je vais vous confier une chose. On a beau raconter, Linda, on ne pourra jamais raconter comme nos grands-mères et comme nos arrière-grands-mères. Donc bon, c'est vrai qu'aujourd'hui le conte est très tendance et tout, mais c'est un patrimoine. Voilà, et puis il faut beaucoup de recherche. Et puis nous connaissons très peu de contes. Très peu. C'est ça, en fait. Par exemple, j'aimerais bien que mes enfants, je me rappelle quand ils étaient petits, au coucher, il fallait lire une petite histoire. Oui. Moi, j'aimerais bien que j'apprenne à mes enfants de lire un conte algérien ou maghrébin parce que à leurs enfants. Oui. Ça serait bien. Chauffé, il y a des années, le conte n'était pas transcrit. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des personnes qui ont transcrit le conte. Donc vous allez dans les bibliothèques, vous allez trouver, vous avez le grain magique, dans le grain magique de Tafs Amrouche, vous avez que de contes magnifiques. Surtout, je vous conseille le coffre. Oui. Donc le coffre de Sarah, c'est une histoire magnifique. Et puis que vous pouvez, vous n'allez pas le raconter en une seule fois, vous allez raconter en deux, trois fois. Ça serait bien de dire ça aux gens. Non, mais c'est magnifique. Oui, mais les mamans, moi je l'ai, il y a 15 ans, que je dis juste عند ليندا just نقول اقراو يا لو كان زوج دقايق زوج دقايق et ça va faire et ça va rester dans les têtes déjà et de un votre enfant va tout faire pour prendre un livre et lire et puis l'imagination devient fertile il y a l'imagination il y a l'écriture il y a que de choses. Et puis le conte est thérapeutique aujourd'hui. Il y a des thérapies. Non, ce qui est important, c'est de dire, de lire le conte algérien. Mais non, mais c'est notre rôle. Nous, on ne lit pas autre chose que le conte. Non, vous avez le conte algérien, vous avez le conte du Maghreb. Alors les contes africains, ils sont magnifiques parce que plus fort que les Africains, il n'y a pas. Ils ont de ces formules, ils ont de ces. Et après vous allez au sud, les mythes, c'est des mythes, des légendes. Là où vous allez, ces contes sont magnifiques. Et puis en plus, c'est-à-dire la plupart des contes. Pourquoi on raconte ces contes, c'est pour passer des messages. C'est une manière de dire, de passer des messages, d'éduquer l'enfant et que de choses. Voilà. Et donc, là, Dieu merci, il y a des gens qui transcrivent et il y a beaucoup de... Il y a un livre, il y a 3 tomes, que de la SNED, elle l'a mis en vente. Eh bien, il faut voir tous les contes qu'il y a. Et puis, nous, les conteurs, il est de notre devoir de théâtraliser ces contes, qu'ils passent au théâtre. Parce qu'entre le conte et le théâtre, et les gens du théâtre, il y a un petit cheveu. Parce que le conteur, c'est-à-dire il est tout seul. Il est tout seul sur scène, il y a le costume, et puis après c'est la gestuelle, c'est le truc. Mais il faut théâtraliser nos contes, ils sont trop beaux. Pourquoi aller chercher autre chose et écrire autre chose? Parce que les histoires, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont magnifiques. On espère vous voir prochainement, au théâtre, avec un beau spectacle de contes. Et puis, il n'y a que 23 conteurs sur l'Algérie. C'est rien. C'est rien du tout.
Mais à un certain temps, il n'y avait pratiquement rien. Là, il y a quand même une émergence de compteurs. Et puis que de projets, que les projets et puis ça serait bien de faire des tournées aussi. Le compteur fait des tournées à travers l'Algérie. Ça serait bien au sud, à l'est, à l'ouest. Bien sûr. Parce qu'en fait, nous sommes un pays continent et les traditions sont très diverses. C'est très intéressant d'aller découvrir le conte, par exemple, le Kabyle à Constantine, le conte Chaoui à Tlemcen. Voilà. Vous savez, oui, moi je suis allée à Oran lors d'un festival, et ben c'était autre chose. C'est vrai que et c'était pour rien ailleurs d'ailleurs. Et en Kabylie, il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a toujours quelque chose de nouveau. Oui, et donc, c'est une mémoire collective. C'est une mémoire collective et c'est la beauté de l'Algérie. Merci Mina Belmirhoub d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci Linda, merci. C'est toujours un plaisir. On remercie aussi Madame Saoussel Boussouf. Pour ce qu'elle fait. Ouais, elle fait vraiment de très belles bravo choses. pour merci ce qu'elle à vous fait. Pour l'invitation encore une fois. C'est un plaisir. Et vous donc vous préparez, j'imagine, la prochaine collection on aimerait bien, on prépare, c'est vrai qu'on prépare toujours quelque chose, on ne peut pas rester les bras croisés, mais vu le confinement, tant qu'on n'a pas vraiment encore une visibilité. Voilà, une visibilité. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous également. Merci en tous les cas, moi, je vais porter votre tenue. J'espère bien. Je vais la porter. Merci Mina Belmirhoub, merci à vous tous. Merci Linda, merci à tout le monde. On arrive merci à l'équipe. Merci aux personnes qui sont derrière les caméras, qui font un énorme travail. Merci à Teksaha. Et quant à nous, on arrive à la fin de notre émission. On vous dit au revoir. Rendez-vous pris, Inch'Allah, dimanche prochain. Hala, on a fait le Jazair. Et à bientôt.